Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Des gratte-ciel de Manhattan aux routes poussiéreuses du Midwest, il explore les États-Unis caméra à l'épaule avec un seul objectif, démonter un à un les clichés sur l'Amérique. C'est le défi que s'est lancé notre influenceur du jour, Arthur Jor. Et puis en milieu d'émission, vous découvrirez l'idée qu'a Jeanne Dreyfus derrière la tech. Bonjour Jeanne. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Je vous parle aujourd'hui d'un film qui retrace l'histoire de DeepMind, société pionnière de l'intelligence artificielle, et de son cofondateur de Miss Hassabis. Ça s'appelle The Thinking Game, on en parle tout à l'heure. Et ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il a déjà fait l'objet d'une capsule rôle modèle dans notre émission, mais sa carrière est si prolifique que Jeanne a encore des choses à nous raconter. Quant à notre sujet du jour, s'il y a bien un secteur dans lequel l'intelligence artificielle vient bousculer les codes, c'est celui de la création et du marketing. On voit émerger des agences de publicité qui utilisent pleinement l'IA, non pas comme un outil additionnel, mais comme un véritable moteur de réflexion et d'organisation. Et avec elle, c'est toute une génération qui doit développer de nouvelles compétences. On décrypte ces changements profonds avec l'une de ces agences pionnières, Tonnerre, dont j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui les cofondateurs. C'est Alexandre Drouillard. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas de Montmarin. Bonjour. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Certains d'entre vous l'auront certainement découvert dans Quotidien sur TMC, mais d'autres connaissent déjà effectivement Arthur Jor. En effet, le journaliste a déjà lancé sa chaîne en 2015 sur YouTube, consacrée à l'histoire et à la culture américaine, une chaîne qui rencontre un franc succès puisqu'il a aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. So let's go for the focus with Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Jor et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Jor a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Jor a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Jor partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Que signifie travailler dans une agence de publicité quand l'intelligence artificielle intervient tout au long du processus? Comment cette approche redéfinit-elle les métiers, la créativité et même les attentes des recruteurs? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour les jeunes et pour les écoles? C'est ce que nous allons tenter d'explorer ensemble avec mes invités dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Alexandre Drouillard à ma droite et Nicolas de Montmarin à ma gauche, tous deux cofondateurs de Tonnerre. Alors pour commencer, Alexandre, je vous propose de vous lancer sur un petit format de pitch. Vous avez 30 secondes pour nous présenter ce qu'est Tonnerre et ce que vous faites. Alors Tonnerre, c'est une agence de publicité
Donc on dit souvent nouvelle génération parce qu'on intègre à toutes les étapes de création d'une campagne, par exemple, de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, cette agence, elle compte 7 personnes et nous nous adressons au marché de l'alimentaire, marché du luxe, de la mode et puis des services. Voilà un petit peu comment on se décrit aujourd'hui. On est assez réactif parce qu'on est peu et on s'aide aussi de tous ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et donc, elle est assez compacte et elle est assez rapide et très créative. Bon, Nicolas, c'est ce qu'on appelle finalement une agence IA native. Mais alors, qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que ça signifie pour nos téléspectateurs? Ça veut dire que finalement, l'IA, elle intervient dès le moment où l'idée naît, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui constituent l'agence aujourd'hui travaillent, on va dire, cohabitent avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on a amorcé dans notre carrière il y a déjà un peu plus de 3 ans, c'est-à-dire au tout début de l'apparition de ces outils. Et les gens qui aujourd'hui constituent l'agence ont tous démarré très tôt, mais ça veut dire que c'est dès la partie stratégie en amont sur nos façons de réfléchir, de travailler des insights, de vérifier des choses. On utilise déjà l'intelligence artificielle jusqu'au bas du funnel, c'est-à-dire jusqu'à la production en elle-même, où aujourd'hui on produit énormément de campagnes full AI. On est à la... Enfin, Alexandre, dans notre carrière, on est à la 16e ou 17e campagne full AI qui est produite comme ça à l'agence. Bon, alors ça signifie que finalement, l'IA, elle n'est pas là pour remplacer, entre guillemets, l'humain sur une tâche unique, mais elle est plutôt là pour changer la manière de réfléchir, de concevoir. Ça modifie, j'imagine, aussi la manière de collaborer entre humains dans l'équipe. C'est le grand paradoxe qu'on vit, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais l'essentiel, ça reste quand même l'intelligence humaine. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire chez Tonnerre, c'est finalement, on a davantage de temps entre nous, c'est-à-dire aussi bien les créatifs que les commerciaux, que les stratèges, que les producteurs maintenant. On a l'occasion de se mettre tous autour de la table et en fait d'échanger beaucoup plus finalement que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant on était tous sur des étages différents dans l'agence et là l'intelligence artificielle finalement nous permet effectivement de faire plus de choses individuellement, on va dire, mais du coup d'échanger beaucoup plus. Ça permet d'avoir beaucoup plus de propositions et de faire des choix plus difficiles ou... C'est exactement ça. C'était qu'avant, pour produire une campagne, on va dire, il fallait 4 à 6 mois de travail parce qu'il y avait beaucoup d'itérations, d'idées. Il y a des idées même qu'on s'interdisait budgétairement parce qu'elles n'étaient pas exécutables, qu'elles coûtaient trop cher. Aujourd'hui, en fait, la moindre idée, on a les moyens de l'explorer, même de lui donner une forme de réalité déjà pour que les clients puissent toucher du doigt à quoi ça va ressembler de façon ultra précise et même, dans certains cas, arriver même directement avec la production finalisée. Donc c'est une manière complètement différente d'aborder. Effectivement, en termes de temps, je vous disais que c'est 4 à 5 mois. Aujourd'hui, en 1 mois, à l'agence, on est capable de développer une campagne. Alors Alexandre, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. Concrètement, quels métiers liés à la communication, au marketing, à la création vont, selon vous, le plus évoluer avec l'IA dans les 5 à 10 années à venir? Alors, moi, j'ai envie de répondre tous. Sans exception, c'est-à-dire que autant sur les métiers du marketing et de la création, on est tous impactés dans notre métier par ce nouvel outil qui est aussi formidable que passionnant et qui nous permet de faire énormément de choses, parfois même, et c'est ce que disait Nicolas avant, nous libérer du temps sur des tâches qui étaient à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire on passait avant beaucoup de temps à faire des choses qui n'étaient pas tellement valorisables et aujourd'hui on peut vraiment se concentrer sur vraiment la recherche des vraies idées. Donc chacun dans son domaine, on a des outils spécifiques. Donc autant quelqu'un qui travaille sur le marketing que sur la création va pouvoir bénéficier de ces nouveaux outils. Et donc effectivement, tous les métiers, en tout cas dans notre industrie, changent. Alors ce que vous êtes en train de nous expliquer finalement, c'est que l'IA ne va pas remplacer les métiers comme on le dit souvent, elle a plutôt tendance à les transformer. C'est ce que vous observez sur le terrain? Alors complètement, et c'est
assez intéressant parce que effectivement les métiers se transforment, l'humain n'est absolument pas remplacé. Souvent ce que je dis, c'est que c'est un nouvel outil. C'est un petit peu comme quand l'appareil photo est apparu. Avant, on peignait des portraits, et puis l'appareil photo est arrivé, on a commencé à prendre des photos des gens. C'est exactement le même genre de révolution. Donc voilà, il faut le considérer comme ça. Vraiment, c'est vraiment un outil formidable qui nous permet, notamment dans notre industrie, d'être encore plus créatif, et ça, c'est vraiment très excitant. Vous parliez de marketing. Quand on voit, par exemple, chez Zalando, qui va utiliser près de 70% de ses campagnes en ligne avec l'IA, en interne, vous ne craignez pas justement que les agences de pub externes perdent pas mal de boulot? Alors, notre métier, c'est avant tout l'idée. Et c'est pour ça que les agences sont valorisées, c'est-à-dire que le talent publicitaire, malheureusement, il est réservé à ceux qui ont du talent et qui sont faits pour ça. C'est un petit peu comme dans tous les métiers. Et le piège à éviter, c'est de se dire que, en fait, l'IA va trouver les idées à notre place. Et en l'ayant manipulée pendant 3 ans, je peux vous dire aujourd'hui que l'IA, si on n'a pas une idée avant de commencer à la manipuler, l'IA seule va nulle part. Nicolas. Oui, pour répondre à votre question, c'est évident que sur un certain nombre de productions de contenu, on va dire sans grande valeur ajoutée de l'idée, effectivement, tout à chacun va pouvoir intégrer ça dans son entreprise. Donc ça, c'est évident dans le cas de Zalando. Mais de toute façon, d'ici 2030, on dit que je crois que 60 à 80% de la production sera réalisée en intelligence artificielle. Donc de toute façon, tout le monde va s'y mettre. Effectivement, nous, notre positionnement, de toute façon, c'est la valeur ajoutée de l'idée, où encore une fois, on a des talents pour ça, qui ont cette culture. Donc là, Nicolas, vous rejoignez finalement ce qu'explique Alexandre. Sur la créativité, on a besoin de l'avoir initialement, mais est-ce que l'IA peut quand même permettre d'ouvrir aussi ces postes à des profils peut-être un petit peu moins créatifs, qui auraient moins confiance en eux et qui seraient boostés par l'IA ? Alors pour l'anecdote, hier sur LinkedIn, j'ai vu 2 directeurs marketing s'échanger des prompts sur une vidéo d'eux-mêmes mis en situation en train de planer sur une oie en vidéo. Bon, tout le monde à un moment donné va pouvoir produire des choses, c'est évident. Maintenant la question c'est est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est en cohérence avec des objectifs marketing? Là en l'occurrence l'échange était assez drôle et très léger encore une fois. Mais oui, toute la question elle va se poser encore une fois de l'exigence qu'on attend de l'intelligence artificielle. Ça va élever le débat globalement pour tout le monde. Hein. Donc nous, il va falloir qu'on soit encore plus exigeant sur l'idée, sur la pertinence de l'idée, sur la qualité de l'exécution. Ça va être notre rôle d'être moteur de ça, mais c'est évident que tout le monde, à un moment donné, va accéder à ces outils avec ses qualités et ses défauts. Alexandre, vous réagissez en quelques mots ? Oui, moi ce que je peux ajouter aussi, c'est que l'IA aujourd'hui, elle démocratise la création, c'est-à-dire que dans nos métiers, de manière un peu traditionnelle, on voit à peu près les mêmes profils de gens qui arrivent et qui travaillent dans nos agences. L'IA aujourd'hui, c'est très abordable. Par exemple, par rapport à du matériel vidéo, comme il y a quelques années où il fallait que je m'équipe avec un appareil photo, avec un studio. Aujourd'hui, pour une somme, on va dire, raisonnable, je dispose d'un outil qui est complètement, qui est très puissant. Et donc, ça permet, je pense, à certaines personnes, peut-être des gens issus de milieux sociaux qui ne sont pas forcément destinés à la publicité ou alors au métier de la création, de s'équiper et d'exprimer en fait tout leur talent. Et je pense que ça va faire naître des nouvelles vocations et des gens qui vont arriver dans cette industrie qui vont être un peu inattendus. Bon allez, on commence à bien comprendre comment l'intelligence artificielle rebat les cartes des métiers de la publicité. On va continuer à en parler bien évidemment. Mais vous le savez, c'est l'heure de prendre la route direction la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de mes invités, Alexandre Drouillard et Nicolas de Montmarin, tous les deux cofondateurs de Tonnerre, avec qui l'on parle de la manière dont l'intelligence artificielle change le monde de la publicité. On va continuer à en parler, bien évidemment. C'est juste après la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'un film intitulé The Thinking Game, disponible depuis 3 semaines en accès libre sur YouTube, qui retrace l'incroyable aventure de DeepMind, l'entreprise donc pionnière de l'intelligence artificielle, et de son fondateur, Demis Hassabis. Un récit qui ressemble à un thriller scientifique qui suit une question centrale: comment la quête d'une intelligence artificielle générale va devenir l'un des plus grands récits scientifiques de la modernité, celui qui a passé sa vie à vouloir y répondre, Demis Hassabis, chercheur né à Londres en 1976, un petit homme discret qui prend le métro comme vous et moi, alors qu'il est cofondateur et DG aujourd'hui de l'un des pionniers mondiaux de l'IA, DeepMind, qu'on connaît plus par Google DeepMind aujourd'hui. Bon, alors racontez-nous comment ça a commencé. On est en 2010. Une bande de chercheurs travaille presque dans le secret dans un petit immeuble londonien en briques rouges, sans site internet, à la création de la première machine pensante. Parmi eux, donc, Demis Hassabis. Il a 34 ans et quelques atouts pour lui. Prodige des échecs à 4 ans, bac obtenu à 16, puis doctorat à l'University College de Londres et beaucoup d'ambition pour amener l'IA là où on la connaît aujourd'hui. Et dans le film, il en témoigne. Je crois, dit-il, pardonnez-moi, que l'IA, c'est quelque chose de bien plus important qu'Internet, bien plus important que le téléphone portable. On est plutôt à l'échelle de l'invention de l'électricité, voire de la découverte du feu. Et qui va l'accompagner dans ce projet complètement fou? Alors Hassabis, il va présenter son projet à plein d'investisseurs et peu vont vouloir le suivre, mais parmi eux quand même, on peut citer Monsieur X, aka Elon Musk, qui a déjà monté PayPal et Tesla. Et pour DeepMind, ça va être le début d'un long tâtonnement pour réussir à créer un ordinateur capable de logique comme nous, les humains. Alors la grande question, c'est comment vont-ils y arriver? Eh bien, le moyen choisi, apprendre à la machine comment jouer à des jeux simples du concepteur de jeux vidéo Atari. D'abord, ça va être ping-pong, ensuite ça va être breakout. Au départ, ça ne fonctionne pas du tout. Puis, un premier point est gagné. Et puis, à chaque victoire, eh bien, la difficulté va augmenter jusqu'à faire participer l'IA à un des jeux les plus complexes de l'humanité, le jeu de Go. Et là, l'histoire de l'homme va basculer. 10 mars 2016, dans le centre historique de Séoul, DeepMind affronte Lee Sedol, un champion absolument mondial de Go. Et là, l'intelligence artificielle va s'apprêter à faire le fameux coup 37, un coup qu'aucun des commentateurs aguerris, qu'aucun des meilleurs joueurs ne pouvait imaginer, qui va laisser Sedol complètement sonner quand il comprend que c'est ce coup-là qui va signer sa défaite. Et alors, quand est-ce qu'on va quitter l'univers du jeu vidéo pour s'étendre à d'autres applications? Le défi qui suit, en effet, mettre l'IA au service de la santé. On est en 2020, on est en plein Covid 2019, et Hassabis, lui, il va vouloir que DeepMind puisse prédire les formes que prennent les protéines. C'est un casse-tête qui a mobilisé les biologistes depuis 50 ans. Et il va faire des années d'entraînement et étudier plus de 200 millions de structures de protéines pour enfin craquer le code et permettre donc de trouver des pistes pour des nouveaux antibiotiques, pour faire des avancées qui vont permettre de lutter contre le cancer ou même Alzheimer. Et pour ce travail, Hassabis, il va recevoir le prix Nobel de chimie en 2024. Alors ici, on est dans le projet originel de l'intelligence artificielle, être un outil finalement fait pour l'humanité. Et c'est grâce à la capacité de Hassabis de garder son cap, coûte que coûte qu'il y est arrivé. Il faut savoir qu'à 17 ans, Peter Thiel va lui proposer un chèque à 6 chiffres pour le rejoindre aux États-Unis. Lui, il va dire non, moi je vais rester à Londres, alors qu'il n'a pas un centime et qu'il est adolescent. Les investisseurs vont aussi lui dire mais rejoins la Silicon Valley. Lui, il va dire non, je veux rester à Londres parce que justement, ici, on peut privilégier le long terme. Et quand il vend DeepMind en 2014 à Google, il va obtenir 400 millions de livres, mais il sait bien qu'il aurait pu le vendre beaucoup plus cher en attendant, mais voilà, son but c'est sauver l'humanité, donc pas une seconde à perdre. La suite, on la connaît, l'IA va intéresser l'armée, l'IA va intéresser l'armée notamment pour les armes autonomes, et lui justement, Hassabis, il est très inquiet, il dit « Je redoute que l'humanité se précipite vers les usages les plus dangereux de l'IA au lieu de se concentrer sur ce qu'elle pourrait apporter de meilleur », avant de poser dans ce documentaire la question centrale, presque philosophique, pour savoir jusqu'où l'IA peut aller.
eh bien, il faudrait d'abord savoir ce qu'est le bonheur. En effet, c'est seulement en sachant ce qui nous rend heureux ou ce qui nous rend malheureux qu'on saura poser les bonnes limites aux IA. Le documentaire est donc disponible gratuitement sur YouTube. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le voir. Merci beaucoup Jeanne Dreyfus pour cette chronique et on va continuer nous à parler d'intelligence artificielle mais cette fois dans le secteur de la publicité. C'est tout de suite dans la seconde partie du Talk. Et c'est toujours en compagnie de mes invités, bien sûr, Alexandre Drouillard et Nicolas de Montmarin, tous les deux cofondateurs de Tonnerre. Alors, avant de partir pour notre petit tour sur la planète tech, on a évoqué ensemble la manière dont justement l'intelligence artificielle vient modifier le secteur de la publicité. Alors forcément, ça pose des questions sur l'employabilité des jeunes, de ceux qui vont arriver sur ce secteur dans les prochaines années à venir. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'un jeune qui n'utilise pas l'intelligence artificielle se met en situation de handicap professionnel ? Je vais répondre à ça. Il y a 15 jours, j'étais au cinéma avec ma nièce et je lui raconte un peu ce qu'on fait. Et il se trouve qu'elle est en école d'animation et elle me dit « Je veux pas qu'on en parle parce que moi je veux être sûr que... Enfin, je veux pas penser que mes études ne vont servir à rien. » Donc elle est là, en fait. Le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est normal dans toute révolution, qui ont encore cette peur de la révolution, alors qu'en fait, ce que je lui ai dit très vite, c'est qu'il faut l'embrasser. Il faut l'embrasser dans tout ce qu'elle peut apporter de nouveau, voilà, en termes de... pour reprendre le sujet, mais il faut l'embrasser avec tout ce qu'elle a de formidable comme accélérateur. En revanche, de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que c'est la sensibilité, l'esprit critique, toutes ces dimensions-là qu'en revanche, il faut continuer de cultiver à l'école. Vous partagez le même point de vue ? Je partage absolument le même point de vue. C'est sûr que quelqu'un qui viendrait demain frapper à notre porte et qui nous dirait qu'il ne manipule absolument pas l'IA, ce serait compliqué parce que c'est le sens de l'histoire et puis nos métiers de la publicité changent à vitesse grand V. Donc effectivement, ces jeunes doivent l'embrasser et de la meilleure manière, c'est-à-dire en étant enthousiastes par rapport à l'IA et en se disant que justement elle peut multiplier leur pouvoir, j'ai envie de dire, créatif, intellectuel et jouer avec comme un compagnon de jeu. Alors justement, sur cette question du recrutement, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous quand on parle d'intelligence artificielle ? Vous regardez plutôt la technique, vous regardez l'esprit critique que le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, a face à l'intelligence artificielle ? Effectivement, il y a longtemps, je prenais des cours de peinture avec un prof de peinture, un vieil argentin assez dur, et on passait beaucoup de temps à créer ensemble, et il me disait toujours l'art, les arts appliqués, c'est 90% d'émotion et 10% de technique. Et aujourd'hui, je pense que je partage absolument cette idée avec l'IA, c'est-à-dire que je vais plutôt regarder, si je recrute un créatif, son potentiel créatif, son esprit critique. Et puis la technique, je me fais pas tellement de soucis parce que la technique, finalement, c'est un apprentissage qu'on peut tous avoir. Mais par contre, le talent, l'esprit critique, la capacité à s'émouvoir, à avoir de la sensibilité, c'est quelque chose de terriblement humain et qui est plus rare. Bon, et en même temps, Nicolas, ce que je me dis, c'est que certes, c'est un formidable outil, l'intelligence artificielle, et en même temps, l'un des risques qui plane, c'est celui aussi de l'uniformisation. Alors, comment est-ce qu'on forme des élèves justement à garder un style, une voix, une singularité ? Cette uniformisation, le risque, en fait, c'est ceux qui travaillent avec l'intelligence artificielle en pensant qu'elle va juste leur donner des réponses. Justement, nous, ce qu'on essaye quand on parlait d'esprit critique, la bonne façon de travailler avec l'intelligence artificielle, justement, c'est de la questionner, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Et c'est là qu'il y a un champ du possible qui est incroyable parce que, effectivement, là, elle joue son rôle plein d'émulateur pour nous aussi, dans notre façon de réfléchir, nous confronter à des erreurs potentielles, etc. Donc, encore une fois, c'est un outil. Faut apprendre à travailler avec. Et pas juste attendre des choses toutes faites avec cet outil-là. Un bon résultat, c'est aussi un bon prompt. Ça veut dire que le langage, finalement, ça redevient peut-être une compétence essentielle, la précision des mots ? Exactement.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup de culture. Nous, on n'arrête pas de dire aux photographes qui sont un peu en panique quand on aborde le sujet de l'intelligence artificielle qu'il n'y a pas meilleur qu'eux, en théorie, pour travailler avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont le langage qu'il faut pour parler à la machine. Encore une fois, cette machine a une forme d'intelligence qui fait qu'elle est capable de comprendre des sujets comme l'ouverture, une focale, le choix d'un appareil photo. Et ça, il n'y a pas mieux placé qu'eux pour arriver à ces résultats. Alexandre. Donc effectivement, je pense que ce que peut faire l'école, c'est vraiment former ces jeunes à la description, c'est-à-dire les apprendre à traduire par des mots ce qu'ils ont en tête et du mieux possible. Et ça, c'est la meilleure manière de travailler avec l'intelligence artificielle. On dit que souvent, Marcel Proust serait sûrement un très bon prompteur parce qu'il avait cette capacité à décrire très précisément en fait les choses. Bon, malheureusement, on ne le saura jamais, sauf si l'IA, du coup, fait revivre Marcel Proust et propose un prompt à l'IA. On n'est pas à l'abri. Hein. C'est une idée. Bon, si vous pouviez justement glisser une matière dans l'emploi du temps scolaire des lycéens l'année prochaine par rapport à l'IA, ça serait quoi ? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui justement aller plus avant avec les sciences humaines. Justement parce que c'est ce qui caractérise l'humain. Aujourd'hui, on va travailler main dans la main avec cette machine et la capacité humaine à critiquer, à être sensible, c'est pour moi essentiel dans le monde de demain. Nous serons des contremaîtres de cette machine et effectivement, la machine va nous offrir des choix et il faudra qu'on soit en capacité, en tout cas ces jeunes, pour demain, seront en capacité de choisir. Et ça va être vraiment essentiel et emmener la machine là où ils veulent. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de matières telles que la philosophie, la psychologie, la sociologie qui vont être extrêmement importantes, je pense, dans les années à venir. Bon, donc un enseignement transversal. Ce que votre expérience montre finalement, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, ne remplace pas les talents humains. Elle transforme simplement ce qu'on attend d'eux. Et si l'école veut préparer les jeunes à être réellement employables demain, c'est à elle d'évoluer. Merci beaucoup Alexandre Drouillard et Nicolas de Montmarin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à Jeanne Dreyfus pour ses chroniques toujours aussi passionnantes. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30. Vous le savez, c'est toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.